bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est Maxime de retour pour la traditionnelle émission de débriefing du match de ce week-end contre Köln. Donc, vous voyez, tout le monde est de retour chez soi. Chacun son petit écran. Et pour ce faire, j'ai Vincent avec moi. Salut Vincent. Salut Max et salut à tout le monde. Salut Kylian. Salut les gars, en direct de chez moi, effectivement. Comme vous pouvez voir, je suis chez moi et nulle part ailleurs. Et salut Franck. Il a pris le melon, l'autre là, c'est pas possible. Bonsoir tout le monde. C'est ça. Ah, il était pas pareil hein, il y a une semaine et demie. Hein. On voit qu'il est retourné dans sa région, ça y est, ça regonfle. Donc, il mettre le stade de Munich derrière, l'arrogance Arena. C'est pas faux. Au menu de ce soir, du coup, donc débriefing du match contre Köln et le Borussia Dortmund. On parlera du prochain adversaire qui est le FC Augsburg, étant donné qu'on ne joue plus la semaine maintenant. Mais bon, les joueurs semblent quand même continuer à se préserver. Mais on parlera aussi du coup de l'annonce qui a été faite par Ricken où Julian Brandt ne sera pas prolongé et on vivra encore 9 matchs à ses côtés. Ah pardon, excusez-moi. Franck a l'air ravi en tout cas de cette décision. Non. Et on finira avec la chronique du vieux Borussia. On remet ça en place après avoir fait une petite pause de 2 émissions. On va écouter, on va commencer avec la compo. Puis en tout cas, il y avait une belle petite ambiance en tout cas à Cologne. Je ne sais pas s'il y en a déjà un de vous deux qui a fait ce déplacement ou pas du tout. Ouais. Ok. Moi, j'ai déjà 3 fois à Muganso. Ouais, c'est un déplacement très très spécial. Moi, j'aime bien. Ouais, ça a l'air plus bon. Après, on a l'amitié entre les deux clubs et j'ai bien aimé, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette petite vidéo où les supporters de Köln et de Dortmund se rencontrent à la gare et se prennent tous dans les bras et tout. J'ai trouvé ça très sympa en tout cas pour mettre un peu l'ambiance dans cette rencontre. Alors on est parti, là, on va commencer avec la composition d'équipe que je vous rappelle. Donc Kobel dans les buts, dans l'axe Schlotti, Anton, Ben Sebaini, à gauche Svensson, à droite Ryerson, dans l'axe au milieu, Nmecha, Sabitzer, à gauche Brandt, à droite Bayer et à la pointe de l'attaque Guirassy. Une compo qu'on attendait à peu près tous, parce qu'on fait quand même, je crois, 10, tout le monde fait 10, sauf Joël qui avait tenté le petit Reggiani en défense centrale. Mais ça y est, Francky s'amuse aussi à faire des montages. Vincent, si tu t'ennuies pendant que je parle, vas-y, profite. Hein, donc. Non, j'écoute. Voilà. Mais voilà, une composition qu'on attendait tous. Il n'y a pas de surprise. Tiens, je vais commencer avec toi, Vincent. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ça y est. Oui, effectivement, c'est une compo que j'attendais. Moi, c'est le seul point noir. Hein. Après, c'est une compo logique. C'est une compo, moi, qui me plaît. Le seul point noir, c'est Sabitzer. Hein. Je milite formellement pour que le milieu reste et je persiste pour que ce soit Nmecha et Bellingham. Voilà. Sinon, la compo, c'est ce que j'aurais moi personnellement mis sur le terrain. Ok, écoute, moi, c'est vrai que Sabitzer, perso, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match, mais on pourra en parler pendant la rencontre. Mais ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien revoir le duo Nmecha-Bellingham, c'est ce qui portait ses fruits ces derniers temps. Kylian, sur la compo, en plus, il y avait un peu une petite surprise parce qu'on a annoncé Adeyemi forfait, en tout cas en conférence de presse. Et au final, il est quand même présent sur le banc. Ouais, il a même joué un peu. Alors, si on commence à nous annoncer des forfaits qui, en fait, sont des mecs qui viennent sur le banc et qui peuvent jouer, le perfect sera absolument infaisable d'ici la fin de la saison. D'autant qu'Adeyemi, dans mon esprit, je le mettais même titulaire en réalité sur ce match-là. Mais en fait, avec un match par semaine jusqu'à la fin de la saison, il n'y aura plus trop de place à la surprise en réalité, sauf blessure de la part de qui que ce soit. Et puis, Sabitzer au milieu, en fait... Sabitzer, le problème de Sabitzer, c'est qu'il a été bon. C'est un peu ça le souci. C'est que Sabitzer a été bon contre le Bayern. Donc forcément, il va un petit peu mettre le doute dans la tête de Kovac. Alors que Bellingham, lui, c'est un petit peu l'inverse. Il commence un petit peu à baisser le pied. Alors je suis d'accord avec Vincent, Mecha Bellingham, ce sera toujours la bonne réponse si tu veux construire pour la saison prochaine, bien sûr.
Mais dans le présent, maintenant, il faut gagner ce match-là. Je trouve pas ça scandaleux de mettre Sabitzer. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir 3 mecs de haut niveau. Le problème, c'est qu'on sait que Sabitzer, d'un match sur l'autre, il peut tomber aussi très, très, très bas. Ça n'a pas été le cas contre Munich, où il a été peut-être le meilleur de Dortmund. Il a encore une fois été bon là contre Cologne, donc casse-tête à venir pour Augsbourg. Pour le reste, c'est du classique, pas besoin de s'étendre sur les autres postes. Hein. Ouais, c'est clair que c'était du classique. Pareil, le petit retour de Zoule. Franck, il s'amuse avec son petit montage. Tiens, comme on parle de Zoule, Franck, qu'est-ce que tu en as pensé de la compo de ton côté? Donc, j'ai mangé 3 merguez chez Joël, une saucisse blanche, une saucisse curry et des frites. Voilà. OK. Non. Ah, la compo, pardon. Ah, excusez-moi. Je croyais qu'on voulait le menu. Kylian et moi, on avait la même compo. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais que c'est pas une référence quand quelqu'un est avec moi. C'est 10 points de prix. On les prend, c'est 10 points. Voilà. Bon. Alors, c'était la compo qu'on avait mis, à part que je trouve que Nmecha est actuellement un ton en dessous. Alors, j'espérais voir Bellingham prendre la suite parce que je pense qu'Nmecha est très fatigué. Il faudrait qu'il se repose un peu. Et Sabitzer, vu qu'il avait fait un bon match contre le Bayern, donc je trouvais que c'était un peu normal qu'il remette les crampons contre Köln. Quoi. Après le reste, derrière, il n'y a pas de concurrence. Donc, vu que les autres sont sur le tapis ou pas là, Svensson, pas de concurrence. Ryerson, oui, il n'a pas joué contre le Bayern, donc il devait revenir. C'était pas trop dur à trouver. Après, il fallait savoir est-ce que notre ami Kovac va nous ressortir l'excuse du Ramadan pour Guirassy ou pas. Ce n'était pas le cas. Je pense que Silva n'a pas convaincu contre le Bayern, donc il nous a remis le petit Guigui. Bon, le reste devant, Bayer est actuellement, je dirais, Bayer est le seul élément qu'il faut presque toujours mettre. Il se bat. Et je pense que sur ce match-là, ça a été l'homme du match. Comme il a été l'homme du match aller. C'est vrai en plus. Donc, ouais. Et puis en plus, Bayer, peut-être même son niveau dribble, etc., est faible, mais au final, il est toujours décisif. Hein. C'est soit une passe D, soit un but sur les rencontres. Hein. Ce qui est bien sur le joueur, il a, moi je trouve, très comparatif à Kevin Grosskreutz, c'est que même s'il est limité, comme l'était aussi Kevin Grosskreutz aussi, il se bat du début jusqu'à la fin. Il donne tout. Vous le voyez à la fin, il a toujours une tête rouge. On ne pourra pas lui reprocher ça. Hein, je veux dire, il est toujours un peu pâteau, il s'en mêle toujours un peu les pieds et compagnie. Il loupe des trucs voilà. Mais franchement, moi j'aime bien. Il a une énergie. Si tout le monde avait l'énergie de Bayer, ce serait bien, quoi. Par contre, Brandt, il a la tête rouge aussi à la fin des matchs. C'est parce qu'il s'est battu de la même manière ou c'est autre chose? Non, lui, c'est parce qu'on a puni et qu'on a dit qu'on ne veut plus de lui après 7 ans. Quoi. Ah, d'accord, ok. Kylian? Non, mais moi, je voulais juste souligner que malgré la limite de Bayer, on a quand même tous noté cette petite roulette en première période pour éliminer 2 joueurs de Köln. Limité, c'est vrai, mais il y a certains éclats qu'il est bien le seul à faire ces derniers temps. Alors, en fait, c'est soit il réussit tout, comme dans un match, ou sinon, soit c'est une catastrophe durant toute la rencontre. Parce que je crois que c'est ce que tu avais dit un peu avec Adeyemi, quand on voyait les premiers contacts avec le défenseur. Si ça passait, ça allait être un bon match. Si ça passait pas, tout à fait. C'est un match de merde. Donc, un peu comme lui, un peu aussi. C'est une fois c'est bien, une fois un peu moins bon. Écoutez, on va attaquer avec la rencontre. On va se diviser le match en 2 périodes, parce qu'il y a quand même des choses à dire en première, moins en seconde. On a eu énormément de mal à rentrer dans cette rencontre. Hein. Ça a été très difficile. Köln a été beaucoup plus dangereux et s'est procuré les premières occasions. Ils ont mis un pressing, c'était plus intense dans la rencontre. Et à la surprise un peu générale, c'est quand même Dortmund qui ouvre le score à la 16e minute avec Guirassy. Franck, tiens, je commence avec toi sur la première période. Ouais, on a eu beaucoup de mal. On aurait même pu prendre un but tout de suite dès le départ, quoi, je veux dire. Que les mieux rentrés dans le match. Nous, on a été. Voilà. Je ne sais pas si on avait envie de le jouer ce match-là, hein, quand on regarde tout le déroulé du match.
Bizarrement, l'adversaire ne nous convenait pas. C'est mieux de jouer le Bayern que le Köln. Bon, bah, il faut quand même jouer Köln, hein. Et ouais, je les ai trouvés très apathiques, pas très tranchants dans les duels. Et je sais pas, on a laissé faire Köln, au moins les 15 premières minutes, quoi. Je veux dire, et ouais, Köln aurait mérité de mener au score, hein, je pense quand même. Après, on s'est un peu repris avec le but de Guirassy. Il y a aussi l'occasion de Guirassy à un moment où il reprend de voler. À la 40e. Ouais. Ouais, mais après, le contenu, c'est faible, hein. C'est très faible, hein. Je veux dire, on s'emmerde, mais royalement, quoi, hein. Je veux dire, c'est quand même très, très bizarre une équipe qui fait un match catastrophique à Bergame, fait un match du tonnerre contre le Bayern et contre Köln, de nouveau, c'est minimaliste et ça manque de tout, quoi. Je veux dire, d'envie, bon, et un mec regarde le match de Dortmund contre Köln hier, on lui dit qu'on est deuxième, il doit se dire, hein, pardon, parce que, waouh, franchement, c'était. Si t'as pas regardé le match, t'as rien loupé, quoi, hein. Non, tu n'as pas loupé le match du siècle sur la saison, hein. Donc, Ouais. Après, je vais pas revenir sur les prestations des uns et des autres parce que bon, je trouve que l'équipe a été, je veux dire, à part Bayer qui s'est un peu dégagé, je n'ai pas trouvé Guirassy, je trouve qu'il a fait plutôt un match correct, quoi, hein, je veux dire. Derrière, ouais, bon, ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment d'une monotonie pas possible, quoi. ouais, c'est un ronronné en fait, hein, ça. Il se passait pas grand-chose, c'était un peu long. Par contre, Pat Guillou était encore une fois sur place en Allemagne pour ce match, non? Non, Ok, non. Malgré qu'ils disent que oui, l'ambiance oui. contribue. Non, non. Ah, ok, parce qu'on avait vraiment l'impression quand ils faisaient leurs commentaires qu'ils limite ils étaient sur place, quoi. C'est ça qui était un peu bizarre. Donc, ouais. Je reviendrai après vers toi, Franck, pour la 44e avec ce carton rouge, parce que je pense que ça va débattre avec Kylian, mais on va parler avant du reste. Vincent, toi, du coup, la première période, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, écoute, on attendait un match entre deux clubs de tradition, hein, Cologne et Dortmund. C'est toujours un match que je ne veux surtout pas louper, que ce soit à la télé ou en live au stade. J'ai eu le sentiment que ça allait être un match passionnant, mais j'ai vite été déçu parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Franck. Franck a tout dit, hein. Et tu as tout dit aussi, ça a ronronné, c'était vraiment pas terrible. On a eu quand même, malgré tout, on a su quand même, en tout cas pendant cette première période, euh, tenir enfin, je veux dire, marquer le but dès les premières minutes de jeu. C'est ça qui nous sauve un petit peu, parce que j'ai eu quand même un vague impression quand même que Cologne était quand même beaucoup plus dangereux. Donc, ouais, c'était vraiment pas terrible à voir de manière générale, en tout cas sur la première période. Je comprends pas pourquoi on fait un gros match contre une grosse équipe et puis que soudain, avec une équipe qui est vraiment largement à notre portée, on se liquéfie comme ça dans le jeu. J'arrive pas à trouver d'explication. On choisit nos adversaires apparemment. Donc, ouais, j'ai trouvé quand même que c'était très décevant. Mais bon, on a quand même les 3 points. Je suis quand même content de les prendre. Maintenant, à voir le prochain match qu'on va proposer comme jeu. Je m'attends normalement, si on suit la logique, à un gros match de notre Borussia. Ouais, c'est un match sur deux, hein, donc normalement ça devrait être le prochain. Mais en tout cas, j'espère pour vous en plus que vous serez sur place, donc ça serait le mieux. C'est vrai que ce but un peu de Guirassy, il est vraiment un peu à l'arracher, hein, quand tu le vois comment. C'est pas non plus un but extraordinaire dans la construction par rapport en seconde période où il y a le deuxième but de Bayer qui est plus joli, mais on va pouvoir en parler avec Kylian, avec les palettes. Mais avant, écoute, Kylian, je te donne la parole pour la première période et dès que c'est bon, tu me dis.
Ouais, bah, en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir, même sur les tablettes. Hein, ça va pas être de la grande analyse tactique parce que c'était très, très, très pauvre. Sur les palettes, je me suis arrêté surtout sur un joueur, en fait, qui m'agace. Et c'est plus une observation sur les dernières semaines que sur ce match-là en particulier. Mais là, je vais pouvoir le mettre en image. Juste, bon, voilà, quelques chiffres, bien sûr. Et la plupart sont en faveur de Cologne. Les duels gagnés, hein, notamment, ils ont été largement remportés par Cologne, que ce soit ceux au sol, les duels aériens, une grande majorité, 63% du duel gagné dans les airs par Cologne, alors que c'est une des forces de Dortmund. Pour les dribbles, on est à 4 dribbles passés pour Cologne, un seul côté Dortmund. Et puis voilà, je vous passerai aussi la meilleure stat, c'est les centres réussis côté Dortmund et un magnifique 0%. C'était extrêmement pauvre. De toute façon, à part la possession, pas grand-chose pèse en la balance de Dortmund pour hier et le score à la mi-temps. Mais c'est un petit peu inespéré quand même, puisque les opportunités, elles sont venues côté Dortmund et du côté de Dortmund en particulier. Et c'est sur ça surtout qu'on va s'arrêter sur les palettes. Vas-y, tu peux envoyer parce que c'est quelque chose qui est régulier depuis, je dirais, le match de Leipzig. Et en réalité, si je veux pousser un peu, peut-être que je pourrais aller encore plus loin. Mais c'est notre côté droit défensif que je considère problématique dès lors que Ruorzone joue. Ruorzone n'est plus du tout investi dans le travail défensif. C'est un truc qu'on avait vu contre Leipzig parce qu'il laissait en 1 contre 1 Reggiani à Diomandé. C'est un truc qu'on a vu aussi à Bergame en étant sur place. C'était absolument flagrant de voir que Emre Can jouait et central droit et latéral droit et que Ruorzone jouait quasiment ailier. Il n'a pas joué à Munich, c'était couteau. Comme par hasard, on n'a pas vu Luis Diaz. Et donc là, contre Köln, et une opposition bien plus faible que Leipzig et que Bergame, eh ben, il n'a pas été capable de serrer non plus El Mala, et ça se voit sur cette action. Il est très, très, très loin, beaucoup trop loin de son positionnement naturel où on voudrait voir un piston droit. La comparaison, elle est terrible quand on le compare par exemple avec le positionnement de Svensson, qui est en haut de l'écran et qui marque très bien, quand même un petit peu d'avance sur le marquage du mec qui est derrière lui. Et toutes les opportunités en première période sont passées de ce côté-là, le côté El Mala, alors que El Mala, c'est supposé quand même être alerte rouge. Alors, il n'a pas fait un grand match, hein, El Mala. Mais quand on voit ce qui se passe côté Cologne, notamment sur l'offensive, c'est le mec à serrer à tout prix. Je ne comprends pas que ce soit Waldemar Anton qui soit dans cette position-là, qui revienne là de la ligne de touche, parce que Ruorzone juste ne fait pas l'effort pour revenir. Donc ça, c'est un centre qui va quand même mener à la on est que 47e seconde, c'est la séquence un peu où alerte dans les 6 mètres et c'est fini, gros, c'est un chamboule tout en fait dans les 6 mètres et c'est Kobel qui la sort en se jetant pied droit ou pied gauche, je sais plus. Donc déjà là, 47e seconde, Ruorzone pas concerné, centre et ça donne une situation chaude en faveur de Cologne. Tu peux continuer parce qu'on va aller sur cette lancée-là. Là, on est dans la 5e minute, pareil. Toujours et encore la même zone, on est obligé d'avoir un Waldemar Anton qui pousse d'un côté, dans une position qui en plus, il affectionne pas particulièrement. Hein. Anton, on a pu le voir sur ce match, il n'a pas été mauvais, il s'est plutôt bien battu, mais on le sent quand même beaucoup mieux dans ses crampons quand il joue au poste de libéraux. Et où est Ruorzone, il est encore une fois beaucoup trop haut, il est au marquage de personnes. Et encore une fois, la comparaison à l'opposé, Daniel Svensson, lui, il est au contact de son défenseur, il a un comportement de défenseur. J'ai du mal à estimer si c'est une volonté de Kovac de mettre son piston droit plus haut que son piston gauche, mais de manière générale, les défenses asymétriques, ça n'a jamais vraiment marché dans l'histoire du foot. Ça a coûté la place à Nouri Sahin récemment, et puis moi, je suis pas fan, d'autant que tu mets Waldemar Anton dans une position qui est hyper compliquée de 2 contre 1 régulièrement. Donc 5e minute de jeu, ça va donner encore une fois une tête. On a pris 2 occasions, 2 fois sur centre, 2 fois parce que Ruorzone n'est pas à la place qu'il faut et qui revient encore une fois de beaucoup trop loin. Et ça va finir par agacer Kovac, je ne sais plus si c'est en première ou en seconde période. Allons voir un petit peu plus loin. J'ai voulu quand même mettre l'action du but, juste pour mettre quand même en lumière Bayer, qui très clairement, là, sur cette action-là, ne vise pas quelqu'un, mais il vise une zone. Et il vise la zone parfaite entre la défense et hors de zone d'intervention de Manuel Schwebe, qui n'est pas un super gardien, mais il faut savoir que
si la balle est mal dosée, c'est soit pour un défenseur de Köln, soit pour les gants de Schwebe. Et franchement, la zone où il la met, alors Guirassy est un peu chanceux de ne pas être hors jeu parce qu'il y a un défenseur qui traîne la patte, mais c'est plutôt intelligent, c'est plutôt malin. Et puis honnêtement, même quand Guirassy la reprend, donc c'est la slide de juste après, c'est le geste qu'il faut faire. C'est un geste assez particulier quand même. Vas-y, tu peux tourner, Max. Voilà, il a cette façon-là de se jeter pour le 1-0. C'est un but de raccro. C'est peut-être le 800e but de raccro cette année. Mais on voit le défenseur de Cologne qui lève le bras. Non, je suis désolé. On a vu l'image arrêtée juste avant. Il n'y a pas hors-jeu. Ce but est complètement valable. Félicitations à Bayer. C'est un but qui est comptabilisé sur coup de pied arrêté. Hein. On sort d'un corner. Je ne sais pas le combienième c'est aussi cette saison. C'est une force considérable qui nous portera vraiment pas très haut puisque les joueurs l'ont compris de toute façon. La saison est terminée à tout point de vue. Mais encore une fois, on peut souligner, voilà, Bayer, Guirassy qui se jette, ça fait 1-0, c'est pas mérité. Mais on va s'attarder un petit peu plus loin sur la première période. Je crois qu'il reste Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, on est de l'autre côté, et c'est Kaminski, le centre de Kaminski. Svensson qui est sur son gars. Et au second poteau, qui c'est qui est encore en retard? C'est Ruerzon, qui est encore en retard sur le marquage de... ça doit être Elmala, encore une fois. Et Elmala va mettre ce ballon-là dans les filets. Il s'est écoulé une mi-temps, et on a pris 3 occasions chaudes, parce que Ruerzon n'est plus dans le travail défensif. Et moi, ce qui me fait penser que c'est plus la faute du joueur que du coach, c'est que déjà en seconde période, Ruerzon sort, et c'est pas si commun que ça de voir Ruerzon sortir. Et surtout, la réaction de Niko Kovac, regardez, on est 33-05. Tu peux tourner la slide juste après, normalement, si tu as respecté les times. Voilà, 33-16. Kovac, il est fou furieux. Je pense vraiment qu'il a essayé de recadrer Ruerzon à la mi-temps, et puis finalement, en 20 minutes, il a vu que c'était pas beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a eu d'autres circonstances qui incriminent un peu Julian Ruerzon. Moi, ça me pose problème parce que ça nous a coûté sans doute la qualification à Bergame. Ça me pose problème parce qu'il a laissé le jeune Reggiani livré à lui-même contre Diomandé. Et là, contre Cologne, une opposition moindre. Il n'a toujours pas rempli son boulot. Sur l'offensive, ça a beaucoup de qualité, bien sûr. On l'a vu plusieurs fois et on va le revoir d'ailleurs pendant ce match. Mais défensivement, je suis vraiment, vraiment pas convaincu qu'il soit toujours dedans. Voilà, je crois qu'on s'arrête là pour la première période. Ouais, on s'arrête là, ouais. À part la colère de Kovac sur cette image, c'est Adeyemi sur la droite. Le mec, il est en dépression complète quand tu vois sa tête comme ça. Il n'a qu'une envie, c'est de se tirer une balle. T'as l'impression. Bon, après, c'est un arrêt image, donc c'est. Mais ça m'a fait rire. Donc voilà. Bon, bah écoute, on va se remettre en mode de. Hop, attends, tac. C'est bien que tu aies souligné le côté Ryerson parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu l'as dit, les pourcentages de centre, c'est 0. Il force la chose. Il faut tout le temps qu'il centre. J'ai l'impression qu'il cherche tout le temps la passe décisive en fait maintenant et on oublie sa tâche défensive première parce que c'est pas ce qu'on attend de son poste d'être le meilleur passeur décisif. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. T'étais là à Bergame, hein. T'as vu, parce qu'on a fusillé Anton sur la place publique, Chan sur la place publique, mais Chan il était bien seul hein, au moment de défendre sur. Ouais. Et là, ça fait ce match-là. Bon, contre le Bayern, on l'a pas vu jouer, parce qu'il était suspendu, mais contre Cologne, il refait un peu la même chose. Donc après, comme tu dis, est-ce que c'est un choix du coach ou c'est un choix du joueur? Mais bon, quand tu vois la tête à Kovac, j'ai pas l'impression que ça soit sa décision à lui-même, en tout cas. Donc bon, on verra sur les prochaines rencontres. Hein, peut-être ça va changer. Franck, je vais revenir vers toi. Comme ça, on va clôturer la première période. L'occasion, du coup, la faute à la 44e minute qui a fait quand même beaucoup couler d'encre dans la presse. Et aussi entre toi et Kylian. Bon, voilà. Faute de Simpson posée qui fauche carrément Bayer hein, sur son talon, sur le talon gauche. Le joueur le dit lui-même après, hein, quand il est interviewé, il a un beau bleu sur la cheville. On est d'accord que c'est clairement rouge.
Que voulez-vous mettre d'autre? J'ai parlé avec 35 arbitres. 35 arbitres m'ont dit rouge. Ok. Parce que c'est vrai qu'au début, il prend la biscotte jaune, hein, et après. Normal, l'arbitre, tu regardes le placement de l'arbitre ne peut pas le voir. De là où il est positionné, il ne le voit pas. Quand tu regardes la caméra derrière le joueur qui est en diagonale en plus, tu vois très bien que le ballon est plus à distance de jeu, que le joueur de Köln lui met une semelle carrément sur le tendon d'Achille. On a de la chance. Ça aurait pu. On a déjà vu des scènes où ça rupture du tendon d'Achille, et là, c'est 9 mois et on n'en parle plus de Bayer. Et comme dit, quand tacle par derrière. Ouais, voilà, rouge logique. Le joueur qui est taclé n'a aucune vision de ce qui se passe derrière lui. Donc, la sécurité du joueur et l'intégrité physique est menacée du joueur. Dans la loi 12, il y a bien marqué intégrité menacée, qui est contact ou pas même, le tacle répréhensible suffit pour lui mettre rouge. Même s'il n'y avait pas eu de contact. D'accord. Bon, ok, comme ça, au moins, c'est clair. Du coup, Kylian, est-ce que tu as revu le match? Est-ce que tu as revu l'occasion? Et est-ce que tu gardes toujours ton aspect de dire non, pour moi, il n'y a pas rouge sur cette occasion? Ouais, moi je n'ai pas changé d'avis. J'ai relu la loi 12, j'ai revu les garanties 50 fois et moi j'aurais pas donné rouge. Mais si je dois être honnête, c'était Benjamin Brandt, je crois, l'arbitre, pardon. Il y a 3 situations qui sont assez compliquées à interpréter. Et je sais pas si. En fait, sur les 3 situations, il a pris une décision. Et franchement, sur les 3, ça me choque pas s'il prend la décision inverse. Maintenant, pour celle-là, c'est toute la notion en fait d'intégrité physique du joueur qui est question, puisque s'il prend rouge, c'est pour faute grossière. Et donc, la définition de faute grossière, c'est l'intégrité du joueur qui subit. Est-elle menacée? Ne l'est-elle pas? Pour moi, elle ne l'est pas. Mais bon, je ne vais pas non plus partir en croisade pour défendre un joueur que je ne connais pas. Ça n'a pas, en plus, à mon avis, vraiment influencé le match. Je veux dire, on s'est autant fait chier en seconde qu'en première. Mais voilà, à vitesse réelle, l'arbitre met jaune. Je considère que c'est la bonne décision, mais de toute façon, dès lors que la VAR appelle, c'est qu'il y a nécessité de changer la couleur du carton, donc ça fait rouge. Écoute, c'est vrai que c'est une zone sensible, le tendon d'Achille. Moi, ce qui me conforte un petit peu dans l'idée que j'ai vraisemblablement tort, c'est qu'au moment de l'intervention, le pied du défenseur est quand même au sol, en contact avec la pelouse. La semelle est inclinée, donc il y a faute. Voilà, pour moi, il y avait jaune. C'était une distance trop éloignée aussi du but pour annihiler une occasion de but. C'est une faute stupide, de toute façon, de la part d'un joueur qui est très jeune, je crois. Mais bon, disons que c'est pas choquant non plus, d'autant que les joueurs autour n'ont pas protesté, le joueur lui-même n'a pas protesté. Donc écoute, rouge, très bien, je l'accorde et j'ai sans doute tort. Mais par contre, je serais curieux qu'on discute dans la seconde période de la main de Yann Couto. Ouais, je me suis noté. Mais c'est vrai que les cartons rouges, tu sais plus trop quand il y a pas, parce que quand tu vois, déjà quand c'était Svensson qui se prend le rouge contre Tottenham, tu as Schlotti contre le Bayern. Le tacle est quand même aussi monstrueux et la jambe est haute. Et au final, il prend pas rouge et il l'aurait mérité. Là, tu vois ce genre d'occasion, il prend un rouge. Franchement, être arbitre en ce moment entre la VAR et toute la prendre les décisions, ça doit être un casse-tête chinois. Ça doit être vraiment horrible. Donc voilà. Bon, en tout cas, Köln a joué la seconde période à 10 et on avait des espoirs que ça allait dérouler du côté du Borussia Dortmund. Ça n'a pas du tout déroulé en fait la seconde période. Ça a toujours ronronné. On est resté sur la même dynamisme et ça n'a pas bougé. Vincent, sur la seconde période, il y a quoi? Bon, faut le dire, le second but avec la passe décisive ça fait Bayer, Brandt et Bayer. Très belle action. Ouais, super beau but de Bayer, j'ai bien aimé. Après côté adverse, j'ai quand même été un petit peu déçu de certains joueurs, dont un que toi je pense que tu as suivi également, parce qu'il ferait peut-être partie potentiellement de notre effectif l'année prochaine. Donc qui est Saïd El Mallah. J'étais un petit peu déçu. On l'estime à 50 millions d'euros. J'aimerais bien savoir
Oui, mais après, ouais, j'ai quand même été voir sur Internet les prestations des derniers matchs qu'il a fait. C'est vrai que il a été un petit peu plus convaincant hein, quand même. Là, on va dire qu'il est passé un petit peu à côté de son match. Il a eu des occasions, mais il est passé clairement à côté de son match contre nous. Et puis c'est très très bien comme ça. Ouais, Après, ouais, ouais. vas-y, pardon. Vas-y, fini. Oui. Après, pour ce qui est de la seconde période, pour finir, oui, c'est vrai que j'ai quand même été super déçu. On a encore une fois joué avec le feu parce que malgré le rouge, hein, ils ont été quand même relativement vaillants. Hein, cette équipe de Cologne, ils ont été chercher la réduction du score à la 88e minute et puis ils auraient même pu aller prendre l'égalisation. Hein. Donc félicitations quand même à la prestation de Cologne avec un joueur en moins. Je vais être un petit peu moins félicité, à part les 3 points, je vais un peu moins féliciter notre équipe qui a avec un joueur de plus, ils ont réussi quand même à nous décevoir. C'est dommage. Il aurait peut-être encore prendre. Bon, on a les 3 points, c'est déjà pas mal, mais ouais, on a clairement arrêté de jouer. D'ailleurs, on a arrêté de jouer pour moi, j'ai l'impression qu'on a arrêté de jouer dès la 16e minute. Hein. On gagnait C'était, 1-0, donc c'est bon, ouais, on pouvait gérer. c'est décevant. Mais bon, on a les 3 points, c'est l'essentiel comme on dit. Mais j'espère quand même voir les prochains matchs à Dortmund un peu moins crispé, quoi, un peu plus libéré, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer le pourquoi du comment on joue avec une attitude aussi désinvolte comme ça. Je sais pas, j'ai aucune explication. Surtout qu'en plus, maintenant, il y a quoi? Il n'y a plus aucune pression, quoi. Ils jouent une fois par semaine, C'est ils ça. sont en congé le lundi, mardi, ils reprennent que l'entraînement le mercredi. Leur seconde place est à peu près acquise, mais pas complètement encore, en fonction des résultats. Maintenant, pour revenir à la rumeur Elmal, bon, déjà, c'est du build, donc ça à prendre Oui, avec. c'est de la rumeur. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à voir. Mais honnêtement, si ce mec vaut 50 millions, je ne sais pas ce que vaut certains autres joueurs qui sont largement meilleurs que lui, parce que je ne le trouve pas étincelant. Oui, il a fait un bon début de saison, il était bon. Après, il y a quand même eu il était dans le creux, quoi. Et puis, il est toujours un peu dans le creux. J'ai l'impression qu'il n'y arrive pas plus que ça. Donc, mais personnellement, 50 millions, ça les vaut pas du tout, je trouve. Donc, je sais pas, Kylian, toi, tu as un avis là-dessus? Elmala, moi j'étais pas fan au match aller, alors que il avait la hype pour lui, et je suis toujours pas fan au match retour en fait. J'ai trouvé ça un peu malin de la part de Nagelsmann de le convoquer en équipe d'Allemagne pour le sécuriser, on va dire. Mais déjà 50 millions pour aucun joueur, on va les mettre en fait. Donc on va pas les mettre pour un gars qui a 6 bons mois, et encore franchement 6 bons mois, il surnage dans une équipe qui est quand même pas terrible. S'il y a un mec à prendre à Cologne, c'est absolument pas lui, quoi, parce que déjà il est beaucoup trop cher. C'est des promesses qui sans doute ne verront jamais le jour, et puis il y a beaucoup plus intéressant pour être bon dès demain. Et moi je pense à Eric Martel, et je pense notamment à un autre gars qui a fait un super match, Kaminski. Il a été très très bon, Jakub Kaminski. Mais même ce niveau de performance-là, à Dortmund, ça ne m'intéresse pas, parce que Kaminski, c'est pas non plus un gars qui sait se transcender. C'est un joueur très stable, mais pas calibre élite. Donc à Cologne, il n'y a pas grand monde à prendre d'intéressant, et surtout pas Elmala à 50 millions. Non, c'est clair. C'est bon, ça va finir en première ligue, tout ça, à ce tarif-là. Ça, c'est quasiment sûr. Écoute, je reprends avec Franck pour la seconde période, et comme ça, je finirai avec toi pour les palettes. Franck, du coup, la seconde période, je sais que pour toi, elle s'est terminée vers la 67e, 70e, parce qu'après, il y avait plus important à faire. Ouais, Merguez était meilleur chez Joël que le match. Alors, franchement, match décevant. Elmala, alors ceux qui font hype sur ce joueur et qui peuvent aimer ce joueur, qui se jettent dans un fleuve tout de suite, quoi. Parce que franchement, il a rien montré. Même au match aller, si on trouve que c'est un bon joueur, il doit claquer 3 buts. Il en met combien? 0. Je veux dire, on a déjà Ademi qui fait n'importe quoi. Si c'est pour prendre un gars comme ça, non, arrêtez, quoi. Je veux dire, oubliez ce gars-là et c'est bon, quoi. Il a rien prouvé, rien du tout. Il a fait quoi? 2 matchs de bon?
Alors, on passe le Nike dessus. Arrêtez, ça me fait désolé quoi. Qu'on parle d'un gars comme ça qui est complètement fantomatique, quoi, je veux dire. Et ça, c'est vulgaire, quoi, je veux dire. Alors, non. Alors, parler de 50 millions. 50 millions de cacahuètes, quoi, ouais. On va les donner aux singes, quoi. Alors, arrêtez. Alors, quand je entends ça, ça me gonfle. Alors qu'on prenne Aslani à Offenheim, qui est 100 fois meilleur, si pas plus, quoi. Et on aura au moins un gars qui se bat, pas un gars qui fait de la hype et qui fait des vidéos pour YouTube, quoi. Ça, non. Deuxième mi-temps. Revenons sur des choses plus terre à terre, quoi. Ouais. Alors, d'après moi, je pense qu'on se croit deuxième et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc, on a joué le Bayern, il ne reste plus rien. On va encore jouer Leverkusen et qui est encore dans le haut du tableau, Offenheim. Et Stuttgart. Offenheim et Stuttgart. Francfort aussi. Ouais. Ouais, bon. Francfort n'est pas vraiment en dessous. Ouais. Ils sont quand même à 9 points d'une qualification européenne, Francfort. Ouais. Je pense que notre équipe est résignée à finir la saison et à peu nous montrer grand-chose, à jouer en dents de scie et quand ils ont envie de jouer, comme ils font depuis de nombreuses années, à sélectionner leur match, quoi. Ils ont sélectionné le Bayern. Bon, là, Köln, ça club ami, donc on n'a pas trop envie de jouer, on ne va pas trop se mouiller. Je ne sais pas si à Augsbourg, ça va donner quelque chose. Peut-être Hambourg. Match de prestige contre un gros, quoi. Mais il faudra se méfier, quoi. Hein. Je veux dire, la deuxième place, c'est pas acquise, quoi. Et cette deuxième mi-temps était vraiment bien terne. Et franchement, on méritait bien de prendre le deuxième but, quoi. Pour qu'on ait bien la tête basse. C'est honteuse de faire un match aussi minable. Les autres étaient à 10. Hein. Ils n'ont pas produit un joli football non plus. Hein. Mais au moins, ils avaient l'envie, quoi. Mais nous, rien du tout. Même avec un gars en plus, quoi. Et je pense qu'on a la chance qu'ils marquent ce but qu'à la 88e. Hein, parce qu'ils te le mettent vers la 75e ou même 80. Le stade était en train de fusionner et tout, donc c'est la pression montée. Mais ouais, on a la chance qu'il marque à la 88e. Et je pense que le pénalty est tout à fait justifié. Comme a dit Kovac en conférence de presse, il se serait autant énervé que l'entraîneur de Köln pour l'histoire du pénalty non sifflé. Si j'expose les règles qui sont comme pour le tacle par derrière, hein, Slotty le méritait le rouge aussi pour moi la semaine dernière. Moi je suis quelqu'un qui accepte les règles et qu'il faut qu'il soit appliqué. Il y avait pénalty, la main de couteau, voilà. Et après c'est tout, quoi. Je veux dire, à transiter, quoi. Je veux dire, hein. Et Kovac l'a bien dit dans les conférences de presse, je me serais autant énervé si ça avait été de l'autre sens pour pas avoir eu ce pénalty, quoi. Je veux dire, quoi. Oui, c'est clair. En fait, il faut retourner tout le temps la situation. C'est que si c'est toi qui as ce genre d'occasion à la fin et tu n'as pas pénalty, tu réagis comment? Certes, il a le ballon un peu dans le dos, ça touche sa main, donc, mais il n'a pas écarté la main comme ça. Donc oui, il y a pénalty. Et il y a une autre action aussi qui est vers la fin, où tant mieux qu'il y a hors-jeu, où Sabitzer fauche le gars dans la défense. Et on a ça aussi qui nous sauve, hein, parce que c'était soit hors-jeu, soit c'était pénalty. Hein. C'était soit l'un, soit l'autre. Donc bon, on s'en sort bien sur les deux occasions. On a eu les 3 points sont très 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 chanceux et pas mérités à mon goût, quoi. Je veux dire sur l'ensemble du match. Köln aurait mérité au moins un match nul, malgré, comme tu l'as dit, qu'ils étaient à 10. Kylian, du coup, toi, sur la main de Couteau, c'était quoi ton avis? Franchement, j'arrive pas à me décider, honnêtement. Parce qu'il a grandi la surface de son corps de façon non naturelle. Donc, c'est penalty. Il n'y a pas trop à chercher en réalité. Mais en même temps, malgré son agrandissement de surface de corps, le contact ne change pas la trajectoire du ballon. Donc, il n'y a pas penalty. Mais en fait, si je suis supporter de Köln, je me sens volé, quoi. Est-ce que ça change la trajectoire, que ça la change pas, il y a quand même main dans une position non naturelle, tu vois. Je n'arrive pas à me décider sur cette action. Pour autant, j'ai trouvé que le fait de retirer le penalty à Fabio Silva était justifié. Là, ça me paraissait beaucoup plus simple à interpréter. C'était surtout lequel des deux touchait le ballon en premier, en fait. Franchement, à vitesse réelle, je crois que c'est Silva. Et du coup, je crois qu'il y a penalty. Mais le ralenti, là, pour le coup, il
il laisse très peu de place au doute. C'est bien le défenseur de Köln qui touche en premier et Silva qui tape dans le crampon du mec. Donc, il n'y a pas penalty. Je trouve que c'est le moins compliqué des trois à gérer. Et le cas Couteau, c'est sans doute le plus compliqué, quoi. Parce que je ne vois pas d'explication rationnelle à vitesse réelle et même à la VAR de ne pas avoir au moins reconsulté cette action-là. C'est délicat, je m'en remets à la science de Franck, mais je trouve ça vraiment très compliqué comme match à arbitrer, en fait. Il y a eu vraiment des cas extrêmes et je ne suis pas convaincu qu'il y ait de décision binaire à choisir, quoi. Il a fallu se mettre au service du jeu. Alors, je ne sais pas s'il l'a bien fait, franchement, mais je ne pense pas que lui, il ait apprécié non plus ce match, l'arbitre. 3 situations comme ça, se déjuger 2 fois, c'est pas simple. Et pourtant, c'est un match à enjeu. Et pour répondre à Vincent, comment expliquer une telle pauvreté? Je crois que c'est surtout la motivation qui manque. Hein. Je crois qu'il n'y a que ça qui me permet de justifier. Mais bon, en réalité, la motivation, elle manque depuis longtemps, parce que si c'est ça l'explication, ça fait longtemps maintenant qu'on propose des matchs aussi faibles. Déjà, le match aller contre Köln était très, très, très mauvais, faut s'en souvenir. On est sauvé par Bayer à la 96e. Ça fait partie des longs matchs qui n'ont pas été satisfaisants à regarder. Ça va être compliqué, parce que moi, quand je vois même Mecha parler après le match, c'est une des premières phases qu'il dit, alors que c'est même pas dans la question. On sait que la saison est déjà terminée. On est début mars, quoi. On est début mars, il va rester 2 mois à jouer. Et les gars, ils n'ont plus rien dans les tripes déjà parce qu'ils savent que c'est terminé, ça va être long, hein. La fin de saison va être très très longue. Alors nous, on se retrouvera là tous les dimanches à commenter des matchs pathétiques. Et j'espère pour Franck et Vincent que contre Augsbourg, ce sera une autre mayonnaise. Mais c'est le seul truc que je vois, quoi. Les mecs n'ont plus envie de se défoncer parce qu'il n'y a pas matière à, et parce que s'il fallait se défoncer, c'était sans doute avant aussi. Bah écoutez, ça sera compliqué jusqu'à la fin, cette saison-là, et on finira piètrement deuxième, franchement, avec la tête basse, hein, si on peut être honnête 2 secondes. Quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, la motivation, oui, ils l'ont pas depuis le début de saison, quoi. C'est même pas de sens de dire, bah maintenant, ils ont plus de motivation parce qu'ils jouent plus rien, ils vont finir sûrement deuxième ou au moins dans les 4 premiers si catastrophe. Mais ouais, c'est difficile les mots du coach, c'est quoi la causerie? J'aimerais bien savoir quand même. Qu'est-ce qui se dit pour avoir autant de manque de motivation pour jouer à football aussi désinvolte comme ça? J'aimerais bien quand même savoir ce qui se dit à la mi-temps quand même. Bah après, quand tu regardes le plus souvent, à la mi-temps, ils revenaient, c'était un peu plus motivé. Je parle pas de ce match-là, hein, mais sur d'autres, ça avait quand même un impact. Mais franchement, t'es coach, qu'est-ce que tu veux trouver comme motivation pour dire à tes joueurs maintenant, bon, bah, on rejoue dimanche prochain, quoi, ou samedi. Ouais, tu vas pas leur dire on joue le titre, les gars, faut gagner. C'est pas vrai, tout le monde sait que c'est faux, faut être honnête à un moment donné, tu vois. C'est compliqué, quoi. N'oubliez pas que, je veux dire, pour beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'internationaux. Hein. La fin de saison, il y a la Coupe du Monde qui s'annonce. Donc, il y en a beaucoup qui vont jouer avec le frein à main pour pas de blessure, quoi, hein, je veux dire. Et tu le vois déjà sur certains joueurs, quoi. Hein. On a beaucoup d'internationaux qui vont aller à la Coupe du Monde. Ouais. J'ai l'impression que certains lèvent déjà le pied pour pas avoir de blessure. Et bon, après, qu'est-ce que tu veux motiver ces gars? Je veux dire, il y a une 2e place quand même. Je veux dire, c'est quand même mieux de finir 2e que finir 3e ou 4e, quoi. Si c'est juste objectif, finir 4e. Mais après, je veux dire, là, tu as beau être l'entraîneur, je veux dire, si les joueurs n'ont pas le caractère dans la tête et l'envie, tu peux avoir le motivateur que tu veux. Si la cohésion n'est pas là dans ce groupe, que je pense depuis longtemps, hein, je veux dire, pour beaucoup de joueurs, il faut que c'est à 11, hein, ça y est, hein, dans le charbon. Hein. Mais ils n'y sont pas à 11. Et ça, c'est depuis longtemps, quoi, je veux dire. Après, c'est à Kovac aussi un peu de prendre les décisions. Si tu vois le mec il est un peu avec le frein à main et parce qu'il pense déjà à sa Coupe du Monde, bah, il va passer à sa Coupe du Monde sur le banc et puis il aura tout le temps de se faire des replays, tu vois. Donc, mais faut qu'il prenne aussi un peu. Il a des petits jeunes qui sont sur le banc et tout. C'est ton occasion aussi de les commencer à les lancer et de préparer ta saison de l'année prochaine parce que on va en parler juste après, mais on connaît déjà un départ, donc il y a une place de libre. Sur le côté gauche. Et puis surtout, oui, c'est la Coupe du Monde, mais la plupart de nos joueurs sont sélectionnables, mais ils ne sont pas incontestables en nation. Donc, ils gagneraient en fait à se défoncer et à donner le meilleur. Et regarde, c'est le cas de Bayer, par exemple. Bayer, on peut dire ce qu'on veut. Il se détruit sur le terrain parce qu'il sait que sa place avec la Mannschaft, elle n'est pas acquise. C'est sans doute aussi un petit peu le cas avec Anton.
même Mecha en réalité. Alors que regarde un mec comme Ryerson qui fait plus les efforts, Ryerson il sait qu'il y sera avec la Norvège. De toute façon, il y a personne qui joue en Norvège. Et franchement, tu peux faire un petit peu le cas par cas, même Ben Sebaini. Moi, je trouve que Ben Sebaini, il ralentit un petit peu son rythme parce qu'il sait qu'il sera avec l'Algérie de toute façon, Ben Sebaini. Ça serait intéressant peut-être de faire le cas par cas et d'avoir ça en tête au moment des analyses d'après-match. Il faudra regarder sur les prochaines rencontres. On termine avec les palettes, Kylian? Ouais, vas-y, on voit. Alors, on était ici, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah, ça, c'est pour encore me faire ami avec Ryerson. En fait, je trouve que ce screen est vraiment parfait pour identifier ce qui s'est passé en première période. Comment justifier que 55% des offensives de Köln passent du côté de Julian Ryerson? Et en fait, la réponse, elle est juste à droite, tout simplement parce qu'il n'est pas à son poste, en fait. Il n'est même pas sur l'écran. C'est-à-dire que là, pourtant, on voit la moitié du terrain, il n'est même pas là. Alors, on pourrait peut-être un peu critiquer le fait que Anton, son job là, c'est d'étirer vers El Mala. Mais en fait, ça suffit parce qu'en fait, Anton, son job à la base, c'est pas d'être défenseur droit, en fait. Il y a un mec qui n'est pas à son poste et c'est encore et toujours le même gars. Et ça va encore une fois finir à une occasion parce que ce qui est terrible, c'est que Svensson, il est encore au marquage de son mec. Décidément, Svensson, je l'encense beaucoup sur ce match, mais c'est surtout pour justifier qu'il y a un vrai différentiel de comportement entre les deux, parce que la slide d'après, on est quelques secondes plus tard, Svensson, il a toujours pas lâché son mec, et c'est lui, alors je sais pas si c'est lui qui contre ou si c'est Kobel qui arrête, mais dans tous les cas, il a pas lâché, c'est le dernier défenseur au gars à qui il était au marquage depuis le début de cette action, et là il est dans les pieds pour empêcher que ça fasse donc un partout à ce moment-là, et on est que quelques secondes plus tard, Ryerson il est toujours pas revenu, ou alors qu'il y a Brandt, il y a pas Ryerson, quoi. Je vais pas me répéter de ce qu'on a vu en première période, les exemples sont multiples, et puis alors là, pour le coup, c'est très, très, très incriminant. Mais en même temps, j'estime qu'il y a matière à pointer ça du doigt au bout de plusieurs matchs maintenant où ça se répète. Allez, continuons un petit peu. Ça, c'est le but de Maximian Bayer. Alors, à l'inverse, 46% des attaques passent du côté de Johan Ryerson. Effectivement, puisqu'il joue ailier droit, il y a un mec en plus sur ce côté-là. Et pourtant, le but, il va venir donc du côté de Maximian Bayer. Alors, Tom Kraus, alors moi, j'aime beaucoup Tom Kraus, mais honnêtement, quand tu es à 10 contre 11 et glisser, que tu laisses ton équipe à 9, alors que le crochet de Bayer, il est sympa, mais c'est pas non plus Messi, tu vois. Ça, c'est l'action qui va faire but. Alors après, on va voir Bayer qui va la passer à Julian Brandt. C'est l'action de juste après. Brandt, passe lumineuse. Encore une fois, combien de fois on l'a dit, c'est peut-être le seul mec dans cette équipe qui est capable de trouver des toutes petites lignes de passe dans le dos de la défense pour Maximian Bayer. On notera le marquage désastreux de Cologne. Guirassy absolument seul, alors que franchement, il est devant le but. Il est absolument seul. Et de l'autre côté, Ryerson qui est dans la surface, effectivement, c'est une solution offensive pertinente. Il est absolument seul encore une fois, mais avec tout ce qu'on a vu sur la première période et sur les derniers matchs, moi ça m'étonne pas en fait qu'il soit là, parce que dès qu'il faut revenir, il revient pas et il laisse le défenseur derrière lui seul face à l'ailier. Encore une fois, un échantillon pour montrer le comportement qu'il a, notre ami norvégien, et il va sortir quelques minutes après ça. Je suis pas certain qu'on le voit contre Augsbourg. Parce que quand je vois la colère de Kovac et le fait de le sortir, je ne suis pas tout à fait certain qu'on revoit Ryerson, surtout quand on voit la prestation de Couteau face à Luis Diaz. Et donc voilà, et donc ça fait 2-0 à ce moment-là, 2-0 très bien payé, effectivement, c'est très flatteur, très 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 flatteur pour Dortmund de gagner 2-0 à l'heure de jeu. Magnifique enroulé de Maximian Bayer, mérité pour lui franchement, parce que effectivement Franck l'a dit et je suis d'accord avec lui, c'est l'homme du match. C'est 8e, 9e but, c'est ça de la saison? C'est le 9e, je crois. Ou le 8e. Non, c'est le 8e, peut-être, je sais plus. Okay. 2-0 donc. Et on va arriver à la 88e minute. Alors là, il y a un centre de notre côté droit défensif. Et on voit que là, d'un coup, Yann Couteau qui est rentré, il est au contact du centreur. Est-ce que notre ami norvégien y aurait été? Je ne sais pas, il serait peut-être dans la surface adverse, lui, vu ses prestations. Et on voit surtout qu'au second poteau, Svensson, on est à la 88e minute, toujours ultra concentré, au contact de son attaquant. Il va y avoir le duel aérien, alors Svensson va le perdre, ce duel-là. Vas-y, tu peux enchaîner. Pardon. Voilà.
Ça atterrit sur la tête de Waldemar Anton qui la remet donc sur Kaminski. Et donc ça va faire 2-1. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de communication là de la part de Niklas Zule qui doit sans doute dire à Anton laisse ce ballon passer parce que derrière, il n'y a absolument personne et tu peux laisser filer ça en sortie de but. Anton n'a pas d'informations, ni de la droite ni de la gauche, donc il la remet sur Kaminski. J'ai du mal à incriminer Anton parce que son dégagement de la tête, il n'est pas catastrophique. Il le met pas vraiment dans l'axe, il le met un petit peu sur le côté quand même. Il y a un mec qui est là, donc malheureusement, mais pour moi, là, c'est Zule qui doit hurler de laisser passer le ballon. Et donc, ça va finir pour Kaminski, ça va faire 2-1. Et c'est terrible aussi pour Anton. Donc, ça, c'est la slide d'après. Ça va être la dernière slide de cette palette. Ça va faire 2-1. C'est terrible pour Anton parce qu'il dévie dans son propre but. Et donc, ça fait 2-1, alors que franchement, il s'est plutôt bien battu. Mais moi, je permets encore une fois de souligner que malgré cette action-là, Svensson, il est toujours au marquage de son mec. Il ne l'a pas lâché depuis le centre à l'opposé. Il est toujours là. Vrai comportement de défenseur. Et pour le coup, il y a 4 mecs là. Il y a 4 mecs qui sont au marquage de personne. On est à la 88e minute. C'est sans doute un manque soit de concentration, soit d'investissement. Même quand je vois Adeyemi qui en face de lui a un gars de Cologne absolument seul et il ne fait pas l'effort, il est au petit trou pour revenir vers le but. Là, tu dois te déchirer normalement pour revenir au contact du mec quand tu vois qu'il est seul. Ça témoigne en fait d'un certain laisser-aller, je dirais, de la part des mecs qui sont là en rouge et puis de l'équipe de manière générale. Alors oui, Svensson était concentré, c'était sans doute le seul, c'est malheureux pour Anton. Mais au final, c'est bien représentatif, je trouve, de ce qu'on a vu. Une équipe qui a vraiment joué avec le minimum. Et ça peut faire 2-2. Ça aurait sans doute dû faire 2-2 avec le penalty non accordé à Cologne. Ça aurait bien mieux représenté ce qu'on pense du match et ce qui s'est réellement passé en fait à Cologne hier soir. Ouais, c'est clair. Et la colère monstre de Kobel sur le but marqué qui pète littéralement un plomb envers sa défense sur les images qu'on a pu voir. Donc voilà, donc une victoire 2-1 en terre de Cologne. Je reprends mon petit truc. Je vous laisse comme ça pour le moment parce que j'ai mis les résultats et le classement en plus grand parce que c'est vrai que ça faisait un peu petit. Donc comme ça, ce sera mieux. Bon, on verra. Donc voilà, une victoire 2-1 contre Cologne, donc qui permet de prendre les 3 points. On va regarder un peu au niveau des résultats et du classement, ce que ça a donné. Donc au niveau des résultats, on avait commencé un vendredi soir avec une victoire du Bayern 4-1 contre le faux Borussia qui existe en Bundesliga. Fribourg qui fait un match nul 3-3 contre Leverkusen. C'était le match à but. Il y avait Mainz qui fait 2-2 contre Stuttgart. Donc ça arrange Dortmund, le match nul de Stuttgart. Et Mainz qui se reprend au classement. Leipzig qui s'impose 2-1 contre Augsbourg, mais vraiment à la dernière minute. Je crois qu'en plus, c'est un but contre son camp. C'est un peu un sketch. Donc Augsbourg qui s'incline, qui sera notre prochain adversaire et qui met fin à sa série de victoires. C'était le match du bas de classement entre Wolfsburg et Hambourg. Hambourg en train d'appuyer sur le frein à main pour redescendre plus bas Wolfsburg qui sont. Donc ça, Hoffenheim qui s'impose 4-2 à Heidenheim. Donc Heidenheim maintenant, forte chance qu'ils descendront. Hoffenheim du coup qui prennent 3 points et on est toujours distancé de 6 points. En ce dimanche, il y avait un Saint-Pauli-Francfort, donc un bon 0-0 des familles, et un Union Bremen, et Bremen qui inflige un 4-1 en terre de l'Union. Donc, petite surprise aussi sur ce côté-là. Donc, du coup, au niveau l'Union a joué à 10. Ah oui, c'est vrai, pardon, ouais, c'est vrai que j'ai pas relevé, ouais, mais ils étaient à 10, ouais, effectivement. Donc, au niveau du classement, jusqu'à la 9e place, ça n'a pas bougé. Tout le monde est toujours dans le même ordre. C'est plus à partir de la 10e jusqu'à la 18e. On voit quand même que maintenant, entre la 12e et la 16e place, personne n'est acquis de pouvoir encore se sauver en Bundesliga la saison prochaine. Parce que De quoi ?
À qui Ah, Vasquez ouais. Mais voilà, donc en tout cas, Wolfsburg qui se 17e, qui a 4 points maintenant de retard sur Très Sampdorie bien. 16e. Donc tout le monde est ravi un peu de les voir de- à cette position. Ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, j'ai vu sur une vidéo sur Twitter d'un mec qui était en train de pleurer carrément sur son live avec Wolfsburg. Donc écoute, sèche tes larmes, ça ira mieux peut-être la saison prochaine. Mais, mais voilà, je sais pas si vous voulez relever quelque chose sur le classement ou sinon je vous donne les affiches du week-end prochain. Bah, il n'y a rien qu'à Il bouger. est en train de monter, là. Oui, en gros, ouais. Ben, le Pardon, prochain, Kylian, tu peux y aller. Augsbourg et Hambourg. Ouais, Oui, non, et puis de toute façon, dans le top 9, rien n'a bougé. Donc écoute, il n'y a pas grand-chose à ouais, dire. voilà, c'est ça, c'est que jusqu'à la 9e place, il n'y a vraiment strictement rien Bah, qui a ça bougé. va être quand même entre la 12e et la 16e, ça, pour la place de barragiste. On va rigoler. Bon, je pense que Heidenheim est condamné à moins d'un gros revirement, mais j'y crois pas trop. Wolfsburg, vu la tendance, ils ont bien l'air d'être calés à la 17e. Et après, on va chercher le barragiste, hein. Et là, ça va être un peu plus compliqué, quoi, hein. Il y a C'est des ça. équipes. Mainz, c'est un peu plus dans une mouvance positive. San Pauli, c'est neutre. Cologne, je m'inquiète pour eux parce que, vu les Mhm. résultats, Bremen, c'est un peu mieux. Gladbach, ça redescend de nouveau dans le négatif. Ça va vraiment être serré, quoi, hein, je veux dire. Ouais, il va y avoir une belle fin de saison sur la deuxième partie du championnat, hein. C'est là que ça va être le plus intéressant à voir et surtout aller jouer aussi parce qu'au final, ces genres d'équipes vont donner Ouais. tout ce qu'il faut pour se sauver. Donc, il ne faudra surtout pas les prendre à la légère. Puis on l'a vu un peu avec Köln ce week-end, hein, c'est que même à 10, ils y vont, les gars, hein. Donc Après, voilà. Donc, tu peux oui. noter que le Bayern a une différence de but supérieure à leur nombre de points. Ça n'a pas dû se voir beaucoup, ça, dans l'histoire du foot, ça. Non. C'est ça. Et les 100 buts devront arriver d'ici Oui. 2 journées, je pense, grand max, hein. Ouais. Ouais. Surtout qu'en plus, ils jouaient pas avec Harry Kane, hein, contre Gladbach, hein. Donc, ils étaient un peu plus affaiblis au niveau de l'attaque. Au niveau des matchs qui nous attendent le week-end prochain, voilà, je vous mets un peu le programme. On aura quand même un Leverkusen Bayern Munich, donc le samedi à 15h30. Donc match intéressant à voir, mais on jouera en même temps. Offenheim se déplacera à Wolfsburg, donc ils peuvent encore plus Non, enfoncer Offenheim joue à domicile. joue à domicile, pardon, oui, contre Wolfsburg, autant pour moi, et peuvent encore enfoncer le Wolfsburg encore plus bas. Donc après à voir. Un beau Hambourg-Köln aussi à 18h30, ça peut être un beau top spiel. Et le dimanche, on aura un petit Stuttgart-Leipzig qui peut être intéressant aussi à voir et au niveau du classement aussi pour Dortmund Et sur un ses Bremen poursuivants. Mainz pour la descente aussi. Et oui, c'est vrai, il y a un Bremen. Ouais. Ah oui. Donc voilà, après les autres équipes, c'est Francfort, Heidenheim, il n'y a rien de spécial. Bon, il y a quand même un Gladbach Sampoli, j'en ai pas parlé, mais du vendredi soir qui est intéressant aussi, Ça parce que c'est aussi. deux équipes qui Ouais. sont même sur la même bataille, hein. Ouais, même calibre que Bremen Mainz au niveau de la bataille du classement, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, le chronogramme de la 26e journée, on sera. Au niveau de la 26e journée, du coup, pour le Borussia Dortmund, ça sera la réception du FC Augsbourg. Alors attendez, je vous remets pas du tout comme ça. Comme ça sera plus joli. Donc la réception de Augsbourg. Donc bon, Augsbourg qui est quand même je reprends mes petites notes, qui est dans une saison un peu irrégulière, hein, parce qu'il y a quand même une première partie de saison qui a été très compliquée. Changement d'entraîneur avec Sandro Wagner qui se fait limoger. Depuis, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Au niveau de leur bilan actuel, c'est quand même 9 victoires, 4 nuls, 12 défaites. Au niveau du bilan extérieur, on est quand même plus sur 3 victoires, 1 nul, 8 défaites. Ça a du mal à voyager côté Augsbourg. Donc une bonne chose pour Dortmund. Mais un club qui végète à la 9e place, donc en plein milieu du classement, qui logiquement ne devrait pas descendre,
mais ne devrait pas jouer de compétition européenne à part exploit. Mais voilà. Je sais pas, Franck. Tiens, Franck, oui, je commence avec toi. Augsbourg? Ouais, un club qui me fait ni chaud ni froid. Mais méfions-nous. Quand Kovac prend la tête de Dortmund, je crois que c'est encore une défaite hein, à domicile. 1-0, ouais. Le Dortmund à Augsbourg. Donc à se méfier. Hein. Vu que nos joueurs sont très motivés pour jouer, je pense que ceux d'Augsbourg, eux, le seront. Voilà, mettre les ingrédients. Après, on joue à domicile avec l'apport du public. Peut-être ça va motiver certains. Je l'espère. Quoi. On va voir ça. On sera sur place avec Vincent. Ouais, vous verrez ça. En plus, sur les matchs à domicile contre Augsbourg, c'est 4 victoires et 1 défaite. Comme tu l'as stipulé tout à l'heure, c'est la dernière défaite du 1-0. Au niveau de l'identité tactique, on est plus sur un 3-4-2-1 ou 4-2-3-1. Ça dépend, ça varie un peu sur ça. Vincent, du coup, sur Augsbourg, qu'est-ce que tu attends je pense une réaction déjà de l'équipe, meilleure que contre Köln. Oui, bon après c'est une rencontre. Bon bah c'est déjà un adversaire qui me fait pas, ouais, comme Franck a dit, hein, c'est absolument ni chaud ni froid. Bon, c'est pas un adversaire qui me fait spécialement peur, même si j'ai toujours eu l'impression qu'on a toujours eu un petit peu de mal contre cet adversaire, en tout cas de ce que moi j'ai pu voir. J'attends une réaction. Hein. Je me répète tous les week-ends, j'ai l'impression. J'attends une réaction de notre équipe, hein, c'est sûr, hein, un football un petit peu plus attrayant, quelque chose d'un petit peu plus motivant. Faudra que Kovac trouve les mots, hein, je pense, et puis que les joueurs aient un sursaut d'orgueil. En tout cas, je pense que sur notre pelouse, normalement, ça devrait le faire. En tout cas, aller chercher les 3 points. C'est ce que j'attends de mon équipe pour absolument distancer Hoffenheim et Leipzig au maximum pour qu'on puisse finir au moins deuxième et assurer la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ok, bah écoute, on verra bien. Hein, donc, qu'est-ce qu'il y a, Franck? Tu lèves le point? Vous savez que la défaite contre Augsbourg était exactement il y a 1 an. C'était le 8 mars 2025. D'accord, ok, c'est fou. Ouais, c'était il y a 1 an. Et juste petit quiz pour les grands du BVB. Vous savez qui est le meilleur buteur contre Augsbourg du BVB? Ouais, j'ai préparé 5 questions. Pourquoi tu m'en piques une déjà? Allez-y les deux. Je te la laisse. Voilà. Donc, on verra si on a la même réponse. Qu'est-ce que je voulais dire? Kylian, je vais finir avec toi. Bon, on va clairement dire, hein, Augsbourg, c'est quand même pas l'équipe la plus facile à jouer en ce moment. Compact, physique, très dangereuse en contre-attaque. Au niveau de l'effectif, beaucoup de blessés ou tu as peut-être quelques petites stats à nous sortir de ton chapeau? Alors, Augsbourg, moi, je suis vraiment d'accord avec Vincent et Franck. C'est peut-être la seule équipe en Bundesliga où j'ai pas d'opinion, en fait. C'est une équipe qui me laisse mais complètement neutre, qui ne joue jamais rien, en fait. Et c'est le match que j'attends le moins chaque année. Mais là, tu vois, c'est un peu pareil. Ils sont 9e, je crois. Mais l'Europe est très loin. La zone de relégation aussi. Donc, ils n'ont plus grand-chose en réalité à jouer. Pourtant, depuis 2026, si on regarde le classement de forme avec les premiers matchs de 2026, eh ben, Augsbourg se situe à la 3e place de Bundesliga, juste derrière Dortmund. Ça s'explique parce que le début de saison a été catastrophique. Sandro Wagner a été limogé avec, malgré tout, 9 défaites en 14 matchs, hein, ça s'explique. Et une élimination précoce en pokal. Sandro Wagner, de toute façon, moi je suis pas fan du mec, mais le gars qui l'a remplacé, c'était son ancien adjoint, Manuel Baum, qui a une petite carrière de gardien de but en Oberliga et qui est encore intérimaire, mais il faut dire que depuis qu'il est arrivé, Augsbourg, ça garbure pas trop mal. Il y a des mecs intéressants à Augsbourg.
Il y a notamment le seul gars que j'avais trouvé vraiment hyper fort lors du match aller, c'est Krislin Matsima, l'ancien monégasque, mais il est blessé. Mais entre-temps, ils ont le petit Noah Banks qui est sorti au même poste, un défenseur central, 19 ans, évalué à 15 millions d'euros. Un profil hyper intéressant. Et même Kevin Schlotterbeck, donc le frère de Nico, bien sûr, il est en train de connaître aussi le pic de forme de sa carrière. En défense centrale, c'est plutôt intéressant. Banks, Schlotterbeck, Matsima. Il y a de quoi s'appuyer, en tout cas, sur une certaine assise défensive. Au milieu de terrain, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Moi, je ne suis pas fan de Christian Jakic. Après, il y a Noah Masengo, un ancien Auxerrois, qui semble être un joueur correct. Il est encore un petit peu jeune. Rech Becaille, on connaît. Et puis, devant, il y a des profils qui valent le détour. Je pense à Alexis Claude Maurice. Claude Maurice, 12 millions d'euros, c'est à la fois le meilleur buteur et le meilleur passeur d'Augsbourg. Il y a un jeune Almano-turc qui émerge aussi, Mert Komur, qui joue dans le 3-4-2-1, il joue un des rôles offensifs. Et quand c'est pas lui, c'est Fabian Rieder. Moi, j'aime beaucoup Fabian Rieder. À un moment donné, on était sur lui. Fabian Rieder, il a fini par aller à Rennes. Mais moi, j'aime bien ce gars. Donc, devant, il y a 3 numéros 10 un peu intéressants. Maintenant, il y a 2 gros points faibles à Augsbourg. C'est le numéro 9. Il n'y a personne vraiment de très, très, très tranchant. Gregoric, ça n'a jamais été un grand joueur. Et l'autre point faible, c'est le gardien de but. Finn Damen. Alors, Finn Damen, c'est un peu ironique de dire que c'est un point faible quand on va le jouer, parce qu'à chaque fois, quand il joue contre nous, c'est Manuel Neuer 2014. Mais malgré tout, Finn Damen, c'est un des plus mauvais gardiens de Bundesliga en termes de pourcentage d'arrêt. Qui font pire que lui. En fait, ils sont seulement 3. Il y a les 2 gardiens de Francfort, ça c'est pas compliqué, et Emmanuel Neuer. Et après c'est Finn Damen. Il est sur la même hauteur que Grabara. Grabara, quand on a joué Wolfsburg, il avait fait un match vraiment, vraiment catastrophique. Donc voilà, une petite quand même nuance pour lui, parce que l'effet Signal Iduna Park rend ce joueur absolument fantastique. On espère qu'il sera dans sa forme, on va dire, classique. Pour le reste, pas grand-chose à sortir de Augsbourg. Je pense pas, malheureusement, qu'on verra un match extraordinaire. Donc, on verra. Moi, c'est une équipe, comme je dis, qui me laisse très, très neutre. Mais leur état de forme parle pour eux. Donc, écoutez, il va falloir répondre présent quoi qu'il arrive. C'est ça. Puis, j'espère qu'en tout cas, je crois que Franck, tu étais là-bas, en plus, lors du match aller avec Joël et Ophélie. J'espère que vous verrez déjà au moins un meilleur match que cette purge qu'on avait dû regarder pendant 90 minutes. Donc, parce que c'était vraiment un scandale aussi, cette rencontre. Donc, on devrait faire un top 5 des matchs les plus pourris de la saison. On ne serait même pas le cas de mettre en premier, je suis sûr. Du coup, je vous ai fait changer un peu. J'ai fait un petit quiz de 5 questions sur la rencontre. Donc, il y en a déjà une que Franck m'a enlevé, mais je vous la poserai quand même. Alors, première question, quel joueur a marqué le premier but de l'histoire des confrontations Bundesliga entre Dortmund et Augsbourg? Je vous donne l'année, c'était en 2011. C'est un mec de Dortmund ou c'est un mec d'Augsbourg? Non, c'est un mec de Dortmund. Ah oui, ok, d'accord, bon, ça va déjà. Oui. Ok, 2011, qui c'est qui jouait en 2011 un truc Robert Lewandowski. Oui, tout à fait, Franck. Oh, bien joué. Oui, il va falloir. Moi, je le départ, mais je vous ai laissé quand même 10 secondes. Mais bon. Ça a duré trop longtemps. Il y a des questions plus simples, il y en a des questions un peu plus compliquées. Donc, on gardera peut-être les ouais. Bon, après, en 2011, au niveau attaquant, Lewandowski, voilà. La question de Franck, du coup, quel joueur du Borussia Dortmund détient le record du plus grand nombre de buts marqués contre le FC Augsbourg en Bundesliga? Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, j'aurais dit Aubameyang. Ouais, c'est ça. Donc, c'est Aubameyang, 8, et il y a Lewandowski qui est juste derrière, je crois, avec 7 ou... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, on avait la même réponse, au moins ça va. Bon, une question un peu plus compliquée, tiens, Franck, on va voir. Quel joueur d'Augsbourg a marqué un doublé célèbre contre Dortmund lors d'une victoire surprise 2-1 en 2015? Un joueur d'Augsbourg? Un joueur d'Augsbourg en 2015 qui met un doublé. C'est un Sud-Coréen? Non, il n'est pas Sud-Coréen. Non. Non. Ok.
Non, Comment il s'appelait? Labadia? Bombardier. Ouais, voilà, c'est Bombardier. ça. Mais Bobadilla. on va le donner pour Kylian, c'est ça. Raoul Bobadilla. Labadia, ça date des années 90. C'était un autre. Ouais, Bruno Labadia, Autre question, simple celle-ci. Quel gardien d'Augsbourg a longtemps été réputé pour ses performances face à Dortmund dans les années 2010? Ah putain, je sais plus. Alors. Il a joué chez nous. Hitz? oui, Ouais. Marvin Hitz. Ça- Marvin Hitz, tout à fait. Et dernière petite question, bon là c'est un peu plus compliqué à répondre. Combien de buts en moyenne sont marqués dans les confrontations entre Dortmund et Augsbourg en Bundesliga? 3. Ok, 3 pour toi. D'accord. Je dirais 2,6, truc comme ça. Ok, 2,6. C'est plus. C'est-à-dire, Ça doit être 3,5. même ça, il sait quoi. Et c'est effectivement, c'est ça, c'est 3,5 buts par match. Et Désolé il de fait l'un des duels les plus prolifiques du championnat. Donc, N'oubliez pas qu'Aland a mis un triplé quand on gagne 5-3. Ouais. Contre Paco Alcacer, 4-3 et tout ça. ouais, il y a beaucoup de buts. En tout cas, on peut s'attendre potentiellement à beaucoup de buts. Après, est-ce que ça sera fait ou pas? Ça sera l'équipe qui décidera. Avant-dernier sujet, du coup, bah, la petite bombe qui est sortie après le match, parce que c'est rare de Ricken ou de Kell de communiquer ce genre de choses. Donc, je vous reprends les propos de Ricken qui disent au sujet de Julian Brandt nous avons discuté et convenu que le contrat arrivant à échéance ne serait pas renouvelé. Donc, du coup, je voulais un peu avoir votre avis sur cette décision, et ceux qui nous écoutent, qui seront présents encore dans le chat, n'hésitez pas à donner le vôtre aussi, comme ça je vous lirai. Vincent, tiens, tu veux peut-être commencer, parce que voilà, Ouais. quand même, Julian Brandt, on est quand même sur sa 7e année à Dortmund, arrivé en 2019, je te donne quelques stats avant, en provenance du Bayer Leverkusen, sortait d'une belle saison, on attendait beaucoup de sa part sur son évolution. C'est quand même 298 matchs, 56 buts, 69 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais ça a été un joueur tout le temps en courant alternatif, qui est capable du meilleur, mais qui est capable aussi du pire. Et puis on l'a déjà dit, il choisit un match sur 5. Du coup, ton avis, toi, sur cette non-prolongation, déçu ou de dire non, en fait, c'est bien? Il faut pas, enfin, en tant que amoureux du B4B, et puis je m'attache quand même relativement assez vite aux joueurs, hein, ça c'est mon défaut. J'ai j'ai jamais été transcendé par le joueur malgré ma hype. Je me rappelle quand il signe, il me semble il signe avec Schulz et Hazard, il me semble à l'époque. J'étais quand même assez hypé par sa venue. Je crois que d'ailleurs ça a été je crois que ça a été le plus gros nom. Hein. Il avait passé 5 ans, je crois, avec Leverkusen. J'étais quand même assez content de sa venue. Cependant, il m'a jamais vraiment transcendé. Il a marqué des beaux buts. Il y en a un, je m'en rappellerai toujours. Bon, il est assez récent. Hein, c'est le but qu'il marque contre Newcastle en Ligue des Champions. J'avais beaucoup aimé ce but-là. Il en a marqué d'autres, hein, bien évidemment, mais c'est celui-là que je retiendrai le plus. Il y a Leipzig aussi, le petit râteau où il fait. Ah oui. Et après, celui-là, il était très joué. La vidéo qu'il y a sur les Exact. réseaux sociaux, donc il Ouais. était très joué aussi. Mais alors, c'est un joueur qui a porté notre maillot pendant 7 saisons. Bien évidemment que c'est un visage auquel je suis attaché. C'est un visage maintenant qui est relié au club. Hein. Ça me fait quand même un passement au cœur de le savoir quitter le Borussia. Donc pour le moment, ça sera pas avant la fin de la saison, donc ça va. Quand ce sera vraiment le cas, ça va me faire un petit peu du mal. Cependant, pour l'avenir de notre club, je pense qu'il serait quand même. Je pense que maintenant il est préférable c'est une bonne chose. Et je lui souhaite un bon vent. Après, je sais pas où est-ce qu'il va aller, ça ne me regardera plus.
Mais je lui souhaite bon vent et puis merci d'avoir porté notre maillot pendant 7 saisons. Ok, Tout bah, à fait. puis de toute façon, c'était un accord, ils le disent, hein, entre les deux parties, aussi bien que lui que la direction. Bon, après, ils disent ce qu'ils ont envie, hein. Mais bon, un joueur qui aura remporté qu'un trophée, ça sera la Pokal en 2021. Donc sinon, après, le reste, c'est strictement rien. Franck, tiens, je vais faire avec toi, tu es en train de t'endormir là. Qu'est-ce que ton avis, tiens, sur Brandt? Je pense que c'est le meilleur choix pour les deux parties. Que ce soit pour Julian Brandt ou pour le Borussia Dortmund, de se séparer. Alors, j'ai lu quelques petits échos. Alors, une prolongation était à goût de jour. Dortmund voulait prolonger, mais là où ça a coincé, c'est au niveau salarial. Et Dortmund n'était pas d'accord avec les prétentions qu'avait Julian Brandt. Et c'est pour ça que, pour couper court, Dortmund a fait cette annonce. D'après les bruits de couloir. Alors, Julian Brandt, alors, on rappelle où il est né. Il est né à Bremen. Il est formé au VfL Wolfsburg. Puis, il va faire, comme a dit Vincent, 5 saisons à Leverkusen. Le duo Brandt-Havertz nous laissera une belle image. Et ben il est aussi. Donc, après, on transfère son frère, Julian Brandt, hein, et non le Brandt de Leverkusen. Malheureusement, on va dire, on l'attendait comme l'après-Royce. Et Julian, malheureusement, n'a pas concrétisé toutes les attentes qu'attendaient les clubs. C'est un joueur qui me laisse vraiment une impression mitigée. Par moments fantastique sur un match, et après, pendant 4 ou 5 matchs, je ne vais pas dire mauvais, mais pas présent. Ce qui l'aura toujours un peu mis à l'amende, c'est son manque de percussion physique. Après, c'est peut-être encore un des derniers seuls joueurs de ce type-là qui reste encore en Bundesliga, hein. On va dire pas un 10 vraiment, mais un genre de 10,5. Je pense que son potentiel de le faire jouer sur les côtés, c'est pas ça. Je le voyais plus dans l'axe, plus évoluer comme un 9,5 et avec un joueur qu'on le laisserait un peu plus de liberté. C'est dommage. Je pense que ce joueur a quand même un gros talent. Au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être encore un des seuls joueurs qui est capable de vous faire une passe laser et une passe décisive venue de nulle part. Vous avez noté son but contre Leipzig, qui était, je trouve, un bijou, hein, je veux dire. Il a fait des matchs contre l'Inter, quand on gagne 3-2, aussi fantastique. Un joueur pétri de talent, mais qui s'efface par moments. Je pense pas un leader, il ne le sera jamais. Je pense qu'il a des carences au niveau mental aussi, un peu. Très dommageable. Par contre, je le remercie vraiment de tout ce qu'il a fait à Dortmund. Il ne s'est jamais plaint. Il était par moments même dans un gouffre, vraiment, hein, je veux dire. Il a essayé de se battre avec ses armes. Il aura brillé par moments, mais pas assez brillé, malheureusement, à mon goût, quoi. Et donc, je pense que, comme je vous ai dit au début, je pense que la décision, que ce soit pour lui ou pour le club, ça a été la meilleure, quoi. Oui, surtout qu'en plus, il arrivera sur 30 ans cette année, donc il peut encore se faire un petit contrat de 3-4 ans avec peut-être le salaire qu'il a demandé, parce que je pense que Dortmund lui Ouais. le voulait pas non plus l'augmenter, et au contraire, je pense que c'était plus baissé, et en plus, il allait plus être un titulaire, je pense, indiscutable. Je pense qu'ils avaient un projet un peu plus de cadrer les jeunes ou autre. Alors, moi, j'en ai parlé avec Joël. On a eu une grande discussion hier soir. Je ne le vois pas aller en Angleterre, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il n'a pas le physique et le jeu pour. Je suis désolé. Je le verrais bien en Espagne. On a parlé avec Joël. Joël a eu cette idée et je pense dans un club où il irait bien, c'est à l'Atlético de Madrid. Ouais, mais il faut qu'il court, un Atlético. Hein. Ouais, mais je pense que Brandt peut courir, quoi. Je pense pas que c'est sur ses qualités là-dessus. Je veux dire,
d'endurance que ça manquerait, quoi, je veux dire. Et ils vont perdre Griezmann. Je trouve que c'est un joueur qui a le profil d'un Griezmann sans être Griezmann non plus, quoi. Et je le verrais bien, quoi. Et je suis sûr que Simeone, qui est un coach magnifique, pourrait faire encore de la fin de Brandt une très belle carrière, quoi, je veux dire, quoi. Après, les rumeurs l'envoient vers Aston Villa. Ouais. J'espère pas pour lui. Hein. Il va se faire démonter en Angleterre, le pauvre. Hein. Mais en tout cas, merci pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il nous a quand même fait des beaux moments, des belles. Enfin, c'est un joueur très technique et c'est dommage son manque de physique et son manque un peu. C'est un joueur qui est vraiment introverti, qui qui se laisse pas aller. C'est dommage, quoi. Mais j'en garderai une belle image. Il a défendu fièrement nos couleurs et bon vent à lui. Quoi. C'est clair, puis c'est quand même 7 ans. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être le fait de porter le numéro 10 et tout, qui était potentiellement, il voulait partir avant et qui a fait que s'est mis certaines pressions. Je suis d'accord avec toi sur le côté Espagne. Je verrais peut-être bien aussi en Italie, dans le genre d'équipe l'Inter, le Milan AC et tout. Je pense que c'est ça. La France, non. L'Angleterre, il va se faire découper en 4. Je vois vraiment que ces deux pays. Je suis assez d'accord avec toi, avec Joël également. Kylian, du coup, je finis avec toi. Julian Brandt, bonne décision selon toi? Que dire sur Brandt après Franck? C'est vrai que, en fait, Brandt, quand il arrive, faut pas l'oublier, c'est un mec qui est quasiment tout de suite titulaire, quoi. Il n'y a pas eu vraiment de période d'adaptation pour Brandt. Alors après, Leverkusen, Dortmund, c'est pas très très loin non plus. Mais il est devenu titulaire très vite dans un Dortmund qui marchait bien mieux, qui était beaucoup plus fonctionnel que celui d'aujourd'hui. Et il n'a jamais vraiment quitté ce poste de titulaire à des postes variés, parfois à gauche, parfois à droite, sur la fin plus dans l'axe. On l'a même vu jouer plus bas sur le terrain sous Terzic, il me semble. Mais que dire de Brandt, quoi? C'est un gars qui, d'ici la fin de l'année, va rentrer dans le top 20 des joueurs ayant le plus porté le joueur de ce club. Il est déjà le 3e meilleur passeur de l'histoire du club. Hein. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai pas l'impression de dire au revoir à une légende, quoi. Après 7 ans passés, après avoir fait des campagnes de Ligue des Champions, après avoir été en finale de Ligue des Champions, titulaire contre le Real Madrid, j'ai pas l'impression de dire au revoir à un mec qui a laissé vraiment son empreinte. Alors après, peut-être que dans 30 ans, quand je ferai la chronique du vieux Borussen à des jeunes sur X, je ferai deviner Julian Brandt, sans doute. Mais qu'est-ce que je dirais à ces jeunes? Je dirais, Brandt, si vous l'avez loupé, c'est peut-être pas si grave que ça. C'est un joueur qui est un peu unique en son genre en réalité, qui a peut-être en fait 10 ans de retard sur le moment où ce genre de joueur survolait dans la planète foot. Merci. Mais c'est un joueur qui... Si tu mets Mesut Özil aujourd'hui dans le foot d'aujourd'hui, est-ce que Mesut Özil, je pense pas. Et Brandt, un peu ça. Et il était trop tard en fait pour être Julian. Et effectivement, une retraite en Espagne, il passe ses vacances tous les étés. Julian Brandt, Marbella, un mec aussi qui joue au padel, sport espagnol. Semble être le match parfait. L'Atlético ou pas l'Atlético, ça peut être Séville, Villarreal, le Celta Vigo, peu importe. En réalité, tout ce que je sais, c'est qu'au niveau salarial, aujourd'hui, Julian Brandt, c'est quasiment 9 millions annuels. 9 millions annuels, c'est beaucoup trop. C'est le 6e salaire du club. S'il fallait le restreindre un petit peu, c'était sans doute la bonne chose pour Iken. Que Brandt refuse, j'entends, et c'est surtout comme ça que sont arrivés en fait à la conclusion qu'il va falloir s'arrêter là. Est-ce que c'est le meilleur moment? Sans doute, puisqu'on va arriver à un été 2026 qui va être mouvementé. Brandt, c'est que l'un des départs qu'on va avoir à commenter d'ici la fin de la saison. On sait déjà sans trop de doute que Özcan partira. Pareil pour Zule. Est-ce qu'on va prolonger Can? Et qu'est-ce qu'on va faire de tous les 2027? Schlotterbeck, Adeyemi, Ben Sebaini, Sabitzer.
Tout ça, c'est des cas qu'il va falloir traiter. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a plus grand-chose à jouer d'ici la fin de la saison, donc il y a du temps pour Sébastien Kell et Lars Ricken de préparer cet été. Julian Brandt, c'est la page première. C'est la plus grosse quand même, je pense, qu'il va falloir tourner parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas tout à fait n'importe qui dans cet effectif. C'était le joueur qui était là depuis le plus longtemps aussi. Et donc, on va dire au revoir à ce mec qui nous a offert des gestes de génie, mais malgré tout, pas suffisamment pour complètement combler les attentes qu'on avait de lui quand il arrive de Leverkusen. Je penserai jamais du mal de Julian Brandt parce que s'il y a bien un truc qu'on peut lui rendre, c'est que physiquement, il a jamais craqué. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a joué pour nous? Jamais on a vu Brandt blessé longtemps, alors que chez Dortmund, les gens y tombent comme des pissenlits. Je suis mitigé, mais je pense que c'est la bonne décision et que c'est le bon timing aussi. Ok, bon, tout le monde est un peu d'accord sur ce sujet, en tout cas, de le voir partir et de ne pas l'avoir prolongé. Parce que c'est vrai que quand tu compares par rapport à Chan, qui est blessé et qu'au contraire, on veut prolonger et qu'on va sûrement prolonger. Donc, peut-être dans tout ce lot, c'était peut-être le mieux à prolonger pour avoir encore Brandt de nos côtés. Mais bon, la direction a choisi un autre. Une autre décision, un autre sujet. Puis même quand on lit un peu ce qu'il a dit, il n'y a pas que cette décision qui a été prise, il y a d'autres décisions qui ont été prises aussi derrière. Donc je ne sais pas de quoi il parle exactement, mais sûrement des décisions sur certains autres joueurs qui seront peut-être pas prolongés ou prolongés. On verra ce qui sortira dans les prochains jours, en tout cas. Je reprends juste pour finir sur Brandt. On a eu un ou deux commentaires. Donc, il y avait déjà ASBH qui disait que Brandt était un beau joueur, capable de gestes fantastiques. On aura du mal à trouver mieux avec nos possibilités financières. Ça, c'est sûr. Mais il faudra peut-être faire confiance maintenant aux jeunes et puis voir. Parce que Brandt, je crois, on l'amène à 20 millions à cette époque-là, il y a 7 ans. Donc, ce n'était pas non plus un transfert énorme. Sachant qu'il en vaut encore quoi sur le transfert, il est quoi, 20, 25, 30 20. Il est à 20. Ah, il a 20, ok, toujours. Ouais, mais à l'époque, quand tu fais venir, les transferts ne sont pas au même niveau qu'ils sont actuellement, quoi. Parce que, comme avait dit Vincent, on fait venir Nico Schulz pour 25, Brandt, c'est entre 20 et 25, et on fait venir Hazard aussi. Je veux dire, on avait fait un triplé pour à peu près les mêmes tarifs, quoi, je dirais. Quoi. Donc, tu vois, 3 joueurs qui n'ont. Alors, Hazard laissera pas une contrainte. Schulz laissera des affaires judiciaires. Et bon, Brandt aura été le meilleur transfert des 3 de cette époque, on va dire. Quoi. C'est ça. Donc, puis encore un transfert de Zorc à cette époque-là. Autre commentaire qu'il y avait, c'était sur Twitch avec YL. Il y a des chiffres après derrière. Donc, il était totalement d'accord avec toi, Franck. Bon choix. Ça laissera de la place pour Choupo-Méca en tant que 10 aussi, pourvu qu'on reprenne le 4-2-3-1. Bon, ça a pas l'air d'être la grande décision de Kovac. Mais voilà, donc il dit aussi retour du numéro 10 pour Sancho. Peut-être, bon, on va pas débattre sur la rumeur Sancho, on en a déjà parlé. Et dernière chose, il a fini aussi avec Nadim Amiri de Mainz qui pourrait prendre sa place aussi. Ça pourrait être intéressant. Et il veut jouer pour le Borussia Dortmund comme il avait stipulé dans une conférence, dans une interview. Donc, et qui quittera aussi Mainz en fin de saison. Donc voilà, c'était un peu notre avis sur Julian Brandt. En tout cas, on pourra dire que de toute façon, Kylian l'a dessiné. Il y a un gros chantier fin de l'année pour Sébastien Kell. Mais un très gros chantier, quoi, je veux dire. Il y a vraiment le futur du Borussia Dortmund qui doit se dessiner cette année parce qu'il y a beaucoup de joueurs. On va renouveler, pas renouveler, partira pas. Et là, on va voir de quel bois va être fait notre ami Sébastien Kell. Quoi. Oui, et c'est surtout pour ça, Franck, que je souhaite garder Kovac, Kell, Ricken jusqu'à la fin de leur contrat, en fait. Parce que si en plus tu dois donner les rênes à des mecs qui connaissent pas le club et tout, te trouver une nouvelle direction pour composer un nouvel effectif, c'est trop risqué. Il y a l'effectif à changer, tu as les hommes qui connaissent le club, qui sont là depuis un certain temps, donnons-leur les cartes, et puis franchement, la saison prochaine sera sans doute décisive pour l'avenir du club.
Oui, Tout à puis fait. même pour tous, hein, pour les trois, hein, Ricken, Kovac et Kel, ils vont être jugés sur ça. Je veux dire, Kel va être jugé sur son mercato avec Ricken, et Kovac va être aussi jugé sur le fait s'il arrive à remporter quelque chose la saison prochaine. Je pense que s'il se refait éliminer précocement de la Pokal, et bon, on sait que la Boulie c'est un peu plus compliqué, et la Champions League encore plus, mais je pense que si la saison prochaine il n'y a rien, ce sera la fin de l'ère Kovac également. Vous voulez rajouter quelque chose sur Julien Brandt ou on finit avec la chronique du vieux Broussen? Profitez de Brandt tant qu'il est là. C'est le seul à donner des ballons parfois sortis de l'espace-temps. Il nous reste 9 matchs avec lui. Profitez de chaque instant. Et puis, vous le verrez à Augsbourg, à Dortmund contre Augsbourg, à Dortmund contre Hambourg, contre Fribourg aussi. Ça sera des derniers moments qui sont précieux. C'est ça. Donc, et puis moi, il aura tous les remerciements au moment venu. Donc, ça sera contre Francfort, si je dis pas de bêtises, à domicile. Parce qu'on finira la saison à l'extérieur. Franck, c'est à toi. Alors, messieurs, on repart sur la chronique du vieux Broussen. On repart tranquillement. Donc, c'est pas compliqué, c'est léger. Vincent, tu regardes l'écran, tu commences pas à mettre tes mains devant tes yeux parce que tu t'enlèves les indices. Et puis, bonne recherche à vous deux. Vas-y, Franck. Très simple. Un milieu défensif. On va même vraiment dire un milieu relayeur. J'ai joué durant 3 saisons au Borussia Dortmund sous les ordres de Jürgen Klopp. Donc, ça vous donne la période. Ma carrière professionnelle débute en 2002 au Sportclub Verl. Puis, je vais au Faux Borussia pour rebondir à Bielefeld. Et par la suite, je viens à Kaiserslautern. Après Kaiserslautern, je fais ma pige de 3 années au Borussia Dortmund. Oliver Kirsch. Jawohl, Oliver Kirsch. Bien joué, Kylian. Tout à fait, bien vu. Un top profil, j'adorais moi Kirsch. Je regrettais qu'il n'ait pas plus de temps de jeu sous Klopp. Alors, par la suite, je me suis occupé des U17, des U19 de Bielefeld, où il y a aussi joué un moment, des U19 du HSV et de Mönchengladbach. Et vous savez ce qu'il fait actuellement au jour d'aujourd'hui? Moi, je crois qu'il est coach à Paderborn, je crois, ou assistant à Paderborn. Non? Il est manager général de l'équipe 2 de Mönchengladbach. Oh, ok. Des U23. Et je pourrais dire, nous fait un match monumental contre le Real de Madrid, un match retour au Westfalenstadion, qu'on gagne 2-0. On ne parlera pas d'Henrik Mkhitaryan parce que qui nous a un peu bouffé la feuille de match, on va dire. Mais lui, il nous fait un match phénoménal. On était décimés au milieu de terrain, on était décimés en défense centrale, je veux dire. Et Oliver Kirsch a été toujours un joueur dans l'ombre, plus un second rôle, mais dès qu'il était sur le terrain, a toujours été là. A joué arrière droit par moment pour compenser les blessures de l'époque de Durm et a toujours été là. Personnage très sympathique. Joue quelquefois encore avec les légendes, hein. Mais moi maintenant, parce que il est au VfL, donc je garde bas. Mais j'en garderai un très bon souvenir. Avait porté le numéro 21, comme vous voyez sur les photos, je veux dire. Un joueur vraiment avec un profil vraiment très intéressant, hein, je veux dire. Et aurait mérité de jouer plus dans un autre club, je pense, quoi, je veux dire. Mais en tout cas, moi, il m'a laissé une très belle image chez nous. Je crois que c'est la photo de droite, quand il est avec ce maillot-là, qui joue contre. En haut à droite, ouais, tout à fait. Je vais le voir. Tout à fait, ouais. Donc, c'est ce match référence par rapport à Kirsch. Oui. C'est vrai que c'était celui-là où il avait vraiment tout donné et il a été vraiment monstrueux. Écoutez, voilà. Match où il est associé à Milos Jojic et en face, le Real Madrid aligne Xabi Alonso, Luka Modric au milieu de terrain. Ouais. Et quand je vois les feuilles de match, je me dis, allez, c'est fini, Kirsch Jojic face à Alonso Modric, c'est injouable. Et putain, quelle leçon ce soir-là par les gars de Klopp. Ouais, tout à fait. Il nous aura manqué un poteau pour aller en prolongation. Ouais. Et un peu dommageable parce que je pense que le Real en prolongation aurait
sûrement bu la tasse parce qu'on avait fait un match phénoménal, quoi, je veux dire. Ouais, c'était un grand match. Donc voilà, écoutez, Oliver Kirsch, pour ceux qui ne connaissaient pas au préalable, voilà, une petite présentation trouvée par Kylian. Pas Franck. Franck. Comment on peut dire, je vais juste dire, c'était ce soir la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ça. Parce Profitez le que prochain. Kirsch veut dire cerise Oui. en français. Voilà. Voilà, deuxième jeu de mots à trouver dans l'émission. On termine avec le classement. Donc, notre président Joël, toujours solide leader, mais Kylian revient à un point. Donc, 187, Vincent et moi-même 182, et Franck 174 qui ferme la marche. Donc, putain, on est à 9 matchs du classement final de ce jeu. Je suis déjà un peu nostalgique. Et je m'en veux parce que quand j'ai envoyé la compo, avant de l'envoyer, j'avais mis Nmencha Sabitzer. Ah là là. Là, je veux appuyer, je change au dernier moment. Quelle connerie. Ouais, parce que là, tu aurais bien recollé. 16 points. Il est dehors. C'est comme ça. Non, il n'est pas devant parce que là, il a 174 avec 10. Donc, il aurait oui, c'est vrai qu'il a mis 10. Oui, c'est vrai. J'aurais juste recollé sur tout le monde les deux. Ouais, enfin, c'est ça. Maxime, quoi, c'est tout. Tu serais revenu à un point, 181. Donc, ça aurait tout relancé un peu dans cette fin de. Voilà, bon. Bon courage pour la prochaine. Le prochain. On va ramer. Hein. Ouais, c'est clair qu'on va commencer un peu à ramer. Ben Sebaini est suspendu. Vincent, répète après moi. Voilà. Ben Sebaini est suspendu. Ben Sebaini est suspendu, mais je vais l'oublier. Samedi prochain, il va mettre Ben Sebaini. Juste pour finir, qui c'est qui fait le déplacement samedi prochain? Je crois que c'est moi et Franck, ça c'est sûr. Hein. Voilà, c'est ça, bien joué. Avec ses collègues de travail. Oui, il a retenu en plus. Hein. Il a bien sur ce coup-là. Voilà. Donc on aura. Et Camille, Camille aussi sera là. Ah oui, c'est vrai, il y a Camille aussi. Donc Franck, Camille et Vincent Desgaliches présents sur Dortmund pour voir cette rencontre qu'on vous fera vivre en direct sur les différents réseaux sociaux. Messieurs, on s'arrête sur ça. Merci beaucoup encore pour votre disponibilité pour cette superbe émission. Merci aussi ceux qui étaient sur le chat. Un peu moins de monde. Donc, et puis, je vous tiendrai au courant si la page Facebook revient d'ici la semaine prochaine. Et puis, comme on dit en Allemagne, tschüss. Tschüss.